Dans les recoins les plus profonds des archives de Terra, là où la poussière se mêle à la cendre des siècles, un nom revient comme une résonance qui refuse de mourir. Inscrit et réinscrit sur des tablettes fracturées, des cylindres de données à moitié effacés, des os polis par la manipulation rituelle, Abaddon le fléau. Ce n'est pas seulement l'empreinte d'un individu, mais une perturbation lente et persistante dans le tissu de l'histoire impériale, un décalage mesurable dans les schémas de perte, de mondes disparus, de constellations arrachées des cartes stellaires. Chaque fois qu'on suit les courbes des migrations de populations disparues, des flottes qui ne sont jamais revenues, des infrastructures planétaires soudain réduites au silence, la même ombre statistique se superpose, comme si une unique volonté s'étirait à travers les airs, patiente, intangible, presque impersonnelle. Autrefois nommé Ézéchiel, fils perdu de la légion des Luna Wolves, il s'est détaché de son origine, comme un fragment de matière rejeté par une étoile mourante, pour devenir un noyau de gravité propre, un centre de convergence pour les résidus de la trahison d'Horus. Autour de lui se sont agrégés non seulement des guerriers, mais des cultes entiers de mémoires falsifiées et de promesses inversées, des cultures entières réorganisées autour de l'adoration de la ruine. Les dieux obscurs qui saturent l'immatérium ont trouvé en lui non un simple serviteur, mais un vecteur stable, une structure capable de porter leur incohérence dans la durée, sans se dissoudre entièrement dans la folie qu'ils exhalent. Ainsi, à travers les millénaires, Abaddon n'apparaît pas comme un conquérant éphémère, mais comme une constante d'entropie dirigée, une équation silencieuse inscrite sous chaque désastre majeur, dont la véritable forme ne se laisse deviner qu'en reculant suffisamment loin dans la profondeur du temps, jusqu'à frôler le seuil même des anciens dieux. Dans les archives de Terra, cette période est traversée par des cassures brutales. Sections entières de données ont été purgées, supports physiques détruits ou réécrits, témoins éliminés, chronologie recomposée. Le résultat est un tissu lacunaire, où l'on ne peut saisir que des silhouettes de faits, des vecteurs de destruction, des systèmes solaires entiers basculant soudain dans le silence. Au sein de ce chaos, la litanie des noms des Luna Wolves se rompt. Les voix mémorielles qui composaient la meute se dispersent dans la poussière des mondes vitrifiés. Après la défaite du maître de guerre devant Terra, les traces de la 6e Légion se fragmentent davantage. Certains fragments de rapports évoquent des flottes en retraite, des vaisseaux éclatés dans l'immatérium, des contingents isolés, s'enfouissant dans des systèmes oubliés. D'autres parlent de reconfiguration interne, de guerres intestines pour le contrôle de reliques de Horus, de hololithes mémoriels projetant indéfiniment les images d'un passé glorifié. Les Luna Wolves, déjà transmutés en Sons of Horus, deviennent alors ce que certaines annotations marginales nomment, d'une écriture hésitante, les loups perdus, non plus une meute unifiée, mais une poussière de prédateurs séparés, chacun portant en lui une version différente, altérée, de ce que fut jadis la Légion. Sur le plan psychique, les bibliothèques astropathiques conservent des relevés de perturbations étranges associés à ces fragments en fuite. Des champs de bataille se répètent comme des échos persistants à travers l'immatérium, privés de source mais non de forme. Des litanies de noms, arrachés à leur contexte, dérivent dans les flux warp, se recombinant en séquences nouvelles où reviennent sans cesse quelques éléments constants. Horus, Luna, meute, serment, déchéance. Les psychanas de Terra ont tenté, à plusieurs reprises, de cartographier ces résidus mémoriels, comme on tracerait les lignes de champ d'un phénomène magnétique. Il apparaît que les loots perdus, même dissous en entités isolées, continuent de produire un champ symbolique cohérent, une sorte de mémoire collective sans support vivant unique, mais persistante dans le réseau même de la pensée humaine et post-humaine. Au centre de ce champ, une signature revient avec une fréquence qui excède la simple probabilité statistique, celle d'Abaddon. Non pas toujours nommée explicitement, mais identifiable par des motifs récurrents, des visions associant une silhouette bardée d'armure cyclopéenne, une griffe archaïque suintant de rémanence warp, et un regard épargné par l'extase aveugle
qui consume tant de champions du chaos. Ézéchiel survit à la dislocation de sa légion comme un point fixe dans un ensemble en désintégration, comme si la somme des loups perdus se recomposait lentement en lui, non plus comme meute, mais comme densité singulière de volonté. Les récits ultérieurs le décrivent tour à tour comme héritier, usurpateur ou fossoyeur de la mémoire des Luna Wolves, mais tous s'accordent sur un fait. Là où son nom apparaît, la litanie ancienne se remet en mouvement, non plus pour célébrer une expansion, mais pour accompagner un processus de ruine organisé. Ainsi, la litanie des loups perdus n'est pas seulement un chant de deuil pour une légion disparue, c'est aussi une matrice sonore et mémorielle à travers laquelle transparaît la trajectoire d'Ézéchiel Abaddon, de plus en plus détaché de l'orbite de son primarque déchu. Car au fil des siècles, l'ancienne loyauté absolue envers Horus se reconfigure, se fissure, cherche un autre centre de gravité. Dans certains fragments issus de cultes hérétiques des régions périphériques, on trouve déjà l'ébauche d'une nouvelle structure de dévotion, où le nom d'Abaddon commence à être isolé, mis en avant, interrogé. Entre les ruines de la meute et la naissance d'un seigneur de guerre autonome, se profile un moment de bascule, discret dans les archives, mais décisif dans l'ordre symbolique. Le premier renoncement d'Ézéchiel, dont les implications ne se laissent qu'à peine deviner à travers les couches de silence et de cendres qui le recouvrent. Dans les sédiments les plus opaques des archives renégates, là où les textes ne sont plus que des lambeaux transcrits de mémoire en mémoire, la figure d'Ézéchiel Abaddon se détache pour la première fois de celle d'Horus, non par un serment proclamé, mais par une absence, par un refus silencieux consigné en creux. Aucun rouleau ne rapporte des paroles. Aucun serment formel de rupture ne subsiste. À la place, on trouve des relevés de rites interrompus, de cultes désorientés, de processions funéraires soudain privées de centre. C'est là, dans cette zone de vide rituel, que se laisse entrevoir ce que les hérétiques eux-mêmes nomment parfois le premier renoncement d'Ézéchiel, l'instant où l'ancienne loyauté cesse d'être l'axe de son être, remplacée par quelque chose de plus nu, plus froid, plus durable que l'adoration d'un primarque mort. Les événements qui précèdent ce renoncement sont noyés dans les brumes de la fuite vers l'œil de la terreur. Les Sons of Horus, brisés devant Terra, se dispersent sous l'effet combiné des poursuites loyalistes, des tempêtes warp déclenchées par la fureur des dieux et de leurs propres dissensions internes. Des fragments de journaux de bord saisis plus tard par l'Inquisition évoquent des vaisseaux saturés de reliques de Horus, de bannières déchirées, de hololithes fissurés où la dernière image stable est celle d'un maître de guerre agonisant, figé dans l'ultime phase de sa défaite. Ces supports, chargés de rémanence psychique, génèrent des boucles de deuil obsessionnelles. Les équipages revivent indéfiniment la chute de Terra, la mort de leur primarque, comme si la Légion tout entière s'était enfermée dans une chambre d'écho mémorielle d'où aucune perspective nouvelle ne pouvait émerger. Dans certains rapports issus de scribes renégats plus tard ralliés à d'autres puissances, Abaddon apparaît d'abord comme le gardien de ce tombeau vivant de souvenirs. Il veille sur les reliques, coordonne des expéditions pour récupérer des fragments d'armure, des échantillons génétiques, des archives stratégiques laissées derrière. Tout indique, dans cette phase, une fidélité presque maniaque à la mémoire de Horus. Pourtant, les relevés psycho-émotionnels recueillis par des sorciers du chaos, plus attentifs aux flux invisibles qu'aux gestes apparents, suggèrent déjà une divergence. Là où la plupart des survivants oscillent entre nostalgie et fanatisme, l'aura d'Abaddon est marquée par une concentration anormalement froide, une absence de résonance affective typique du deuil. Ce n'est pas le vide de l'indifférence, mais celui d'un calcul en cours, comme si chaque fragment de mémoire était pesé, mesuré, réévalué à l'aune d'un critère qui n'est plus la seule vénération. Le point de bascule, tel que reconstruit par des exégètes ultérieurs, se situerait autour d'un événement à la fois matériel et symbolique, le contact direct d'Abaddon avec les restes de son primarque. De multiples traditions contradictoires entourent ce moment. Certaines affirment qu'il contemplera le corps de Horus,
préservée dans un mausolée nécrotique quelque part dans les profondeurs de l'œil. D'autres parlent d'une simple relique, un éclat d'armure, un osselet, un segment du cœur occulte de la Vengeful Spirit, chargé de tant de rémanences warp qu'il condense, en un seul instant, le véritable visage de l'hérésie. Quoi qu'il en soit, les effets psychiques enregistrés à distance par les sorciers qui surveillaient Abaddon convergent. Une rupture nette dans le flux des affects, comme si un réseau entier de connexions symboliques venait d'être brutalement débranché. Jusque-là, Horus représentait pour la 16e Légion la synthèse parfaite. Incarnation du projet impérial, sommet de l'art de la guerre, médium par lequel les dieux du chaos avaient trouvé prise sur une réalité encore jeune. Mais devant les ruines de ce corps glorifié, Abaddon n'aurait pas seulement vu le martyr ou le champion trahi. Dans les couches plus profondes de son esprit, selon certaines analyses rétrospectives, se serait imposée l'intuition que Horus, loin d'être l'égal des dieux, n'en avait été qu'un instrument, choisi, exacerbé, puis abandonné dès que sa fonction de fracture avait été accomplie. La théorie hérétique parle d'une révélation anthropique, la découverte que les divinités qui avaient poussé le maître de guerre à se dresser contre l'empereur ne garantissaient ni victoire durable ni souveraineté véritable, mais simplement un cycle ininterrompu de destruction et de recomposition, au sein duquel même les primarques n'étaient que des variables transitoires. Pour la plupart des survivants, une telle prise de conscience aurait conduit à la folie, au reniement complet ou au désespoir. Chez Abaddon, elle se traduit par un déplacement silencieux de la loyauté. Il ne renonce pas immédiatement au Dieu, ce geste viendra plus tard, sous des formes plus complexes. Il renonce d'abord à Horus en tant que centre de gravité. Là où d'autres continuent de voir en lui un modèle absolu, Ézéchiel ne distingue plus qu'une figure inachevée, un seigneur de guerre qui, ayant cru porter les dieux, fut en réalité porté, puis brisé, par eux. Horus cesse alors d'être pour lui une fin en soi, pour devenir un avertissement, une limite, une démonstration de ce qu'il ne faudra pas répéter. Les traces de ce renoncement se lisent dans des gestes modestes mais lourds de signification. Des registres iconographiques montrent des armures de Sons of Horus progressivement dépouillées de certains marquages. L'icône de l'huile de Terra, dans quelques cas, est grattée, non remplacée par un autre symbole, mais laissée à nu, comme une cicatrice métallique où l'ancienne peinture s'est dissoute. Des bannières disparaissent, non brûlées dans des rites de purification, mais simplement omises des cérémonies, reléguées dans des soutes où la rouille et la moisissure accomplissent lentement un travail d'effacement. Les litanies de bord, traditionnellement saturées de références au maître de guerre, commencent à se fragmenter. Son nom y devient plus rare, parfois remplacé par des formulations plus abstraites comme la volonté, le dessein, le chemin de ruine. Les sorciers attachés au reste de la Légion notent également une modification subtile de la présence psychique d'Abaddon dans l'Immaterium. Là où son âme se présentait autrefois comme un satellite robuste dans l'orbite de Horus, elle acquiert peu à peu une trajectoire propre, une courbe qui se détache de l'ancien centre. Elle ne s'envole pas vers les hauteurs des dieux, ne se dissout pas dans leur folie. Au contraire, elle semble se densifier, se contracter, comme une masse de plus en plus compacte autour d'un noyau de volonté réfractaire. Les entités du Warp, sensibles à ces variations, éprouvent envers lui un mélange spécifique de fascination et de résistance. Il devient, pour elles, moins un adorateur qu'un point d'ancrage valable, un support apte à convertir leur flux chaotique en effets concrets, mais difficile à submerger entièrement. Ce premier renoncement ne se présente donc pas comme un cri de révolte, mais comme un changement de fonction. Abaddon ne se voit plus comme le premier des fils d'Horus, mais comme le dépositaire d'un échec à corriger, l'agent d'une continuité brisée qu'il entend remodeler selon des lois qu'il n'a pas encore complètement formulées. Les chroniques renégates, les plus fines, perçoivent chez lui, à cette étape, une double fidélité paradoxale. Il porte encore la mémoire de Horus, mais non comme un culte, plutôt comme un schéma de bataille mal exécuté, un plan grandiose dont il conviendrait de reprendre les paramètres pour en éliminer les faiblesses.
Dans ce regard rétrospectif, le maître de guerre cesse d'être l'astre central pour devenir une simple phase antérieure du même mouvement. Une tentative primaire dont la finalité, abattre l'édifice impérial, demeure intacte, mais dont les moyens doivent être repensés. Le prix de ce déplacement intérieur se lit dans la réaction des autres survivants de la 16e Légion. Certains documents parlent de tensions croissantes, de scissions encore à demi voilées. Les plus fervents adorateurs de Horus voient dans l'attitude d'Abaddon une forme de blasphème silencieux, un refus de s'abandonner totalement à la vénération morbide du maître de guerre tombé. D'autres, plus lucides ou plus lasses, sont attirés par cette nouvelle gravité, reconnaissant en Ézéchiel une stabilité que ni les dieux ni les reliques ne leur offrent plus. Dans les ténèbres mouvantes de l'Uy, ces lignes de fracture restent d'abord souterraines, mais l'on sent déjà que la Légion, privée de centre unanime, glisse vers un état de cendres et de fragments. Les enregistrements ultérieurs des observateurs impériaux, lorsqu'ils croisent la route de ces rejetons déchus, parlent de bandes de cendres vertes, de meutes éteintes se battant pour l'ombre d'un nom. Les Sons of Horus commencent à se consumer de l'intérieur, partagés entre un passé qu'ils n'arrivent pas à lâcher et un futur qu'ils ne parviennent pas à formuler. Au milieu de cette lente combustion, Abaddon demeure la seule constante, silhouette noire se détournant peu à peu des reliques, non pour les détruire encore, mais pour les reléguer dans un arrière-plan où leur pouvoir de définition se dissout. Ainsi se clôt le premier renoncement d'Ézéchiel, non comme un acte spectaculaire, mais comme une dérive achevée, un décalage de quelques degrés dans l'axe d'une vie, suffisant pour altérer à terme le destin d'une légion entière. À partir de ce moment, la 16e ne peut plus simplement survivre comme un écho des Luna Wolves ou des Sons of Horus. Elle est condamnée à entrer dans un temps de brasier lent, où ce qui fut jadis une meute cohérente ne sera plus bientôt qu'une constellation de décombres, promise à devenir les cendres de la 16e Légion. Dans les profondeurs changeantes de l'œil de la terreur, la trace de l'ancienne Légion se disperse d'abord comme une fumée, avant de se figer en cendres froides. Les registres impériaux, reconstitués à partir de visions d'astropathes traumatisés et de récits arrachés à des prisonniers brisés, ne décrivent plus une force cohérente, mais une myriade de bandes errantes, éclat d'un organisme autrefois uni. Chaque groupe emporte avec lui une portion de la mémoire collective, un fragment de cantique, un schéma de bataille, l'écho d'une injonction de Horus répétée jusqu'à la déformation. À mesure que ces fragments s'éloignent les uns des autres dans la tempête Warp, leurs souvenirs cessent de coïncider. Des faits identiques se recomposent en légendes divergentes. Des campagnes se transforment en mythes contradictoires. Et la notion même de ce qu'était la Légion se dilue dans une pluralité de récits incompatibles. La cendre est déjà là, non comme simple résidu matériel, mais comme état de la mémoire, poudreux, fragmentaire, impossible à recomprimer en blocs solides. Les anciens Sons of Horus deviennent ainsi des noyaux d'attraction pour des essaims hétéroclites de renégats, de cultistes, de survivants d'autres forces brisées. Leur génome, issu des forges de l'empereur, demeure remarquablement stable, mais tout ce qui structurait autour de lui une identité politique, culturelle et métaphysique se défait. Certains chefs de bande se proclament héritiers légitimes de la Légion, reconstituant des hiérarchies factices à partir de bribes de protocoles de commandement. D'autres plongent dans un culte frénétique de Horus, allant jusqu'à pratiquer sur eux-mêmes des altérations génétiques et chirurgicales destinées à imiter les traits du primarque tombé. Dans ces cas extrêmes, la chair elle-même devient un palimpseste voué à réécrire indéfiniment un modèle qui ne reviendra pas, chaque tentative laissant derrière elle davantage de cicatrices que de ressemblances. Sur le plan matériel, les vaisseaux de la flotte déchue se transforment en habitats dégénérés. Les croiseurs qui portaient jadis la guerre au-delà des marges cartographiées dérivent à présent dans des zones de densité warp variable, leurs coques rongées par des anomalies de réalité. Des sanctuaires improvisés s'y superposent aux anciens ponts de commandement. Des hôtels de chair et de métal envahissent les salles de briefing. Les soutes à munitions deviennent des cryptes pour des reliques de campagne dont personne ne se souvient précisément de l'origine. Les systèmes de soutien vitaux,
conçus pour fonctionner selon une logique rationnelle, doivent être constamment réajustés pour compenser les distorsions temporelles et spatiales de l'œil. Les technoprêtres renégats, eux-mêmes détachés de toute orthodoxie martienne, bricolent des solutions hybrides où rituels impies et protocoles de maintenance se confondent, maintenant en vie des machines qui ne comprennent plus dans quel univers elles opèrent. Les dieux du chaos, qui avaient vu dans la rébellion de Horus une brèche monumentale ouverte dans le grand projet impérial, observent cette lente désagrégation avec une indifférence presque méthodique. Pour eux, la Légion a rempli sa fonction en participant au cataclysme de l'hérésie. Qu'elle se fragmente ensuite en myriades de guerres intestines, de sacrifices stériles, de cultes autodévorants, ne fait qu'alimenter le flux anthropique général. Les entités majeures de l'immatérium continuent certes de répondre aux appels de certains champions, de gonfler leurs forces de faveur temporaire, mais elles ne cherchent plus à recomposer ce qui fut jadis une structure unifiée. La 16e devient ainsi un nuage de potentialités consommables, un réservoir de chair, de foi dévoyée et de haine utilisable à l'occasion, mais non plus un vecteur unique, apte à porter un choc global contre l'impérium. Sur les plans où s'observent les grands courants de probabilité, la Légion n'apparaît plus comme une ligne claire, mais comme un bruit de fond. Pourtant, au milieu de cette évaporation lente, quelques constantes demeurent. Des études inquisitoriales croisées avec des analyses de psycheurs renégats suggèrent que certains motifs tactiques, certaines signatures stratégiques reviennent de manière anormalement cohérente à travers les affrontements impliquant d'anciens fils de Horus. Des embuscades coordonnées selon des géométries précises, des frappes ciblant en priorité les relais de commandement astropathiques, l'usage récurrent de l'heure stratégique imitant des faiblesses inexistantes, autant d'indices qu'un esprit plus vaste que celui des petites bandes isolées continue de projeter sa forme à travers ses engagements. La cendre semble parfois se mouvoir, comme animée d'un souffle discret, comme si, au-delà de la dissolution apparente, une recomposition, ou du moins une volonté de structuration persistait. Ézéchiel Abaddon traverse cet état de décomposition avec une lucidité étrangère aux oscillations émotionnelles de ses pairs. Les rares témoignages convergent pour le décrire comme une présence se tenant à distance, contrôlée des cultes de reliques, des guerres intestines pour la possession de fragments de l'armure de Horus, des querelles de préséance entre anciens capitaines. Il intervient parfois, non pour imposer une autorité ostentatoire, mais pour prévenir la destruction irréversible de certains noyaux de compétences, des forges capables de produire encore des armures Terminator, des sorciers maîtrisant des rituels de translation warp relativement stables, des officiers conservant une mémoire claire, des anciennes doctrines de campagne. Ces interventions, souvent violentes dans leurs effets, laissent pourtant Abaddon lui-même en retrait visible, comme si son objectif n'était pas de se placer immédiatement au centre, mais de préserver des éléments indispensables à une éventuelle reconstruction. Dans ce contexte, les cendres de la Légion prennent un sens double. D'une part, elles désignent ce qui reste d'une force jadis unifiée, réduite à des fragments brûlés par la trahison, la défaite et le contre-coup des faveurs divines retirées. D'autre part, elles s'apparentent à la couche de résidus à partir de laquelle une nouvelle structure pourrait, en théorie, être façonnée. Les cendres sont ce qui persiste après la combustion, non la flamme, ni l'objet initial, mais la matière transformée, chimiquement altérée, prête à entrer dans d'autres combinaisons. Abaddon semble en avoir l'intuition. Là où tant de ses frères s'épuisent à tenter de ranimer la forme ancienne, il contemple les résidus avec un regard dépourvu de nostalgie, évaluant ce qui peut encore porter la guerre dans la durée, ce qui peut accepter d'être réorganisé autour d'un axe différent. Cette attitude le place à la jonction de deux dynamiques anthropiques. La première est centripète. Tout ce qui fut la Légion tombe vers l'intérieur, se consume dans des guerres fratricides, dans des excès de culte où les combattants se sacrifient sans mesure, réduisant progressivement le stock de matériel, de gènes, de savoir-faire. La seconde est centrifuge. Sous l'effet de l'huile de la terreur,
Des bandes entières sont aspirées vers des régions si distordues de la réalité qu'elles n'en reviennent plus, ou bien en ressortent sous des formes si altérées qu'on ne peut plus les rattacher à leur origine. Entre ces deux pôles, Abaddon s'efforce de tracer un corridor fragile, conservant ce qui peut être sauvé, laissant se perdre ce qui est trop profondément corrompu ou trop lié à un passé qu'il juge désormais stérile. Sur Terra, les cryptes de l'Administratum enregistrent cette période sous des appellations froides. Phase de fragmentation post-hérétique, dissipation du potentiel offensif de la 16e formation. Les courbes statistiques montrent une baisse progressive de l'impact global des anciens fils de Horus sur les fronts impériaux. Le danger ne semble plus résider dans une grande offensive coordonnée, mais dans une multitude de raids, de pirateries, de campagnes de terreur localisées. Pourtant, certains Lex Mechanics plus perspicaces notent des anomalies dans ces données, des périodes de silence inhabituelles, suivies de brèves flambées d'activité, d'une efficacité disproportionnée par rapport aux forces engagées. Comme si quelqu'un mesurait, testait, calibrait la réaction de l'Imperium à des stimuli limités, accumulant des informations en vue de quelque chose de plus vaste. Dans l'œil, cette accumulation se traduit par une sélection lente. Les bandes incapables de se détacher du culte statique des reliques s'épuisent, soit dans des affrontements internes, soit en sacrifices somptuaires aux dieux qui, repus d'un tel zèle improductif, finissent par détourner leur regard. D'autres, plus adaptables, apprennent à conjuguer l'héritage martial de la Grande Croisade avec les nouvelles potentialités offertes par le chaos, sans abandonner entièrement la rigueur tactique au profit de la démesure. C'est parmi celles-ci qu'Abaddon puise, discrètement, des officiers, des spécialistes, des fragments d'armée qu'il agrège, sans toujours révéler l'ampleur de son dessein. À l'échelle de quelques décennies, ces mouvements restent presque invisibles. À l'échelle des siècles, ils dessinent une recomposition lente, comme si, sous les couches de cendres, un motif commençait à reparaître. Ainsi, les cendres de la 16e Légion ne marquent pas seulement une fin, mais un état intermédiaire, un intervalle où la destruction et la conservation s'entrelacent d'une manière indiscernable pour ceux qui la vivent. Pour Ézéchiel, il devient un laboratoire de ruines, un champ d'expérimentation, où il éprouve les limites de ce qui peut encore porter une volonté durable sans s'effondrer. Dans les ombres de l'œil, il commence à distinguer, parmi les braises encore rougeoyantes, quelques foyers susceptibles d'être attisés, non pour ranimer la vieille flamme verte des fils de Horus, mais pour allumer un feu d'une autre nature, plus froid en apparence, plus noir en profondeur. De ces premiers regroupements émergera peu à peu le noyau qui portera un jour des couronnes différentes, non plus marquées du symbole d'un seul primarque, mais scellées dans une nuit totale, les couronnes noires de la première griffe. Lorsque les premières armures se couvrirent de noir, il n'y eut ni proclamation, ni cérémonie grandiose, seulement le froissement lent de pigments rituels répandus sur des plaques de céramite, la résonance étouffée d'outils gravant de nouveaux symboles dans des couches de métal saturées de mémoire. La première griffe, jadis justaérin de Horus, portait encore sur elle les empreintes fossilisées de campagnes anciennes, éclats de peinture verte incrustés dans les jointures, marques de coups reçus devant les portes de palais oubliés, traces d'incandescence laissées par les armes d'ennemis, dont les noms avaient déjà disparu des récits. Chaque armure était un palimpseste d'histoire, et le noir ne vint pas les effacer d'un seul voile uniforme, mais les engloutir progressivement, comme une nuit ascendante recouvrant des reliefs dont la forme subsistait encore sous la pénombre. Abaddon choisit ses premiers compagnons non en fonction d'anciennes loyautés proclamées, mais selon une géométrie de survivance. Ceux qui avaient trop profondément lié leur être à l'image de Horus, au point de ne plus concevoir d'existence hors de sa vénération, furent laissés à leur culte et à leur lente autoconsommation. Ceux qui avaient complètement rompu avec toute mémoire, sombrant dans la frénésie informe des adorateurs sans passé, furent écartés avec une froide nécessité. Restèrent ceux qui, malgré la cendre accumulée sur leurs souvenirs, conservaient encore la capacité de distinguer entre le but et les moyens, entre la nostalgie
et la fonction. La première griffe nouvelle fut ainsi extraite de la vieille, comme un noyau dur différencié par une pression extrême. Ces guerriers n'étaient pas indemnes des fractures de l'hérésie, mais leurs fissures avaient pris une forme stable, apte à supporter un poids supplémentaire. Le noir choisi pour leurs armures n'était pas seulement l'absence de couleur. Des rapports de sorciers renégats évoquent un mélange de pigments issus de sources hétérogènes. Cendres réduites de bannières des Sons of Horus, poussière de statues impériales profanées, liquide rituel prélevé dans des autels dédiés aux puissances du Warp. Cette matrice matérielle fut imprégnée de litanies non pas suppliantes, mais descriptives, énumérant froidement les défaites, les trahisons, les erreurs stratégiques de la Légion. Chaque couche appliquée sur la céramite fixait dans la structure même de l'armure, non une gloire revendiquée, mais un inventaire des limites révélées. Ainsi, les plaques noircies de la première griffe devinrent des surfaces de mémoire inversées, non plus destinées à rappeler des victoires passées, mais à porter en permanence le rappel de ce qui ne devait plus être répété. Les couronnes noires ne furent pas des diadèmes de métal posés sur des fronts prosternés, mais des états de charge symboliques concentrés sur certaines figures. Abaddon identifia, parmi ses frères choisis, ceux dont la présence modifiait perceptiblement la cohérence de l'ensemble, des vétérans capables de maintenir l'ordonnancement tactique même au cœur des distorsions Warp, des spécialistes dont la simple entrée dans un théâtre d'opération semblait réorganiser les lignes de force locales, des individus dont l'âme, dans l'immatérium, apparaissait comme un point de densité suffisante pour plier légèrement les flux alentour. Sur eux se cristallisa la notion de couronne, non comme ornement de souveraineté personnelle, mais comme marque de charge, d'interface entre la volonté d'Abaddon et le champ plus vaste des forces chaotiques qu'il voulait canaliser sans s'y dissoudre. Les récits inquisitoriaux ultérieurs, reconstruits à partir de relevés psychiques et de témoignages corrompus, parlent de ces couronnes comme d'auréoles inversées, zones de nuit comprimées autour des têtes des élus, si denses qu'elles semblaient absorber la lumière réelle, autant que les reflets psychiques. Dans certains rapports d'astropathes ayant croisé la route de la première griffe, il est question de silhouettes dont les contours restaient parfaitement nets dans les plus violentes tempêtes Warp, comme si une forme absolue persistait là où tout le reste était soumis à la torsion et à la fragmentation. Ce phénomène, loin d'être une pure manifestation divine, portait la marque d'une construction méthodique. Par des rituels soigneusement calibrés, Abaddon avait fait sceller sur ses guerriers une combinaison de serments, de malédictions et de protocoles psycho-indoctrinaux qui en faisèrent des centres de stabilité, relative au cœur même du chaos. La fonction de la première griffe se modifia en conséquence. Au temps de Horus, les Justaerines constituaient le marteau d'élite, la masse d'impact destinée à briser la résistance ennemie au point le plus crucial. Sous la direction d'Abaddon, cette vocation fut réorientée. Ils devinrent non seulement une force d'assaut, mais des nœuds de cohésion, des balises autour desquelles les flux de bataille pouvaient être réorganisés. Là où ils apparaissaient, les bandes hétéroclites de renégats cessaient, pour un temps, de se dissoudre dans la rage individuelle. Leur impulsion meurtrière trouvait un axe, une direction, un rythme. Des observateurs impériaux notèrent que les affrontements impliquant ces guerriers noirs semblaient paradoxalement plus silencieux, comme si le vacarme habituel des guerres du chaos était étouffé par une discipline froide, un ordonnancement implacable qui rappelait, de manière déformée, la rigueur de la Grande Croisade. Cette recomposition introduisit une dissonance dans la perception qu'avaient d'eux les dieux du chaos. D'un côté, ils voyaient dans la première griffe un instrument d'une efficacité accrue pour prolonger la guerre, alimenter les cycles de destruction dont se nourrissait leur royaume. De l'autre, la relative indépendance structurelle de ces guerriers, leur capacité à contenir dans des formes durables des énergies normalement vouées à l'excès, éveillait chez certaines entités une méfiance sourde. Des démons majeurs rapportèrent avoir éprouvé, au contact de ces couronnes noires, une résistance surprenante, comme si la substance même de ces âmes avait été durcie par une compréhension trop lucide de la nature des pactes qui les liaient.
Cette lucidité n'abolissait pas la dépendance aux puissances du warp, mais la transformait. D'abandon extatique, elle devenait coexistence calculée. Commerce de force où Abaddon et les siens entendaient maintenir, autant que possible, un équilibre non entièrement subordonné. La première griffe, ainsi refondue, devint le laboratoire de la future Légion Noire. Ces campagnes initiales, peu documentées, semblent avoir eu moins pour but la conquête territoriale que l'évaluation des capacités réelles de ce nouvel ordre. Des raids ciblés contre des avant-postes impériaux ou des royaumes renégats concurrents permirent de tester la résistance des armures, la stabilité des rituels de translation warp, la réactivité des guerriers sous des bombardements psychanormatifs. Les pertes, lorsqu'elles survenaient, n'étaient pas considérées comme de simples diminutions d'effectifs, mais comme des données ajoutées à une série d'expériences en cours. On observe, dans les rares journaux fragmentaires attribués à des scribes asservis, une froideur de ton presque scientifique, comme si la guerre n'était plus seulement pour Abaddon un champ de gloire ou de haine, mais une matrice d'expérimentation stratégique où chaque engagement devait produire un savoir exploitable pour des offensives futures. Au fil des décennies, la rumeur de ces guerriers entièrement noirs commença à se répandre parmi les forces de l'Imperium. Des expressions comme « Légion d'ombre »,« Fils de la nuit sans lune » ou « Porteur de couronne de vide » apparaissent dans les rapports de commandement. L'absence de tout marquage vert, de toute référence explicite à Horus, dérouta d'abord les observateurs, qui peinèrent à les rattacher à la 16e Légion. Ce flou identitaire servit les desseins d'Abaddon, lui permettant de distancier progressivement son noyau, recomposé de la réputation précisément cartographiée des Sons of Horus. La couleur noire fonctionnait alors comme un effacement des anciennes lignes de lecture. Sans emblème reconnaissable, ces guerriers échappaient aux cadres analytiques habituels de l'administratum, qui reposait sur la continuité héraldique pour anticiper les comportements des forces ennemies. Sur le plan symbolique, les couronnes noires signaient l'achèvement du premier cycle de mutation d'Ézéchiel. Lui qui avait renoncé silencieusement à Horus comme centre absolu, lui qui avait traversé les cendres de sa légion pour en extraire un noyau viable, disposait à présent d'un premier instrument réellement conforme à sa volonté propre. Mais cette volonté demeurait, encore, partiellement voilée. Les documents renégats eux-mêmes ne s'accordent pas sur la question de savoir jusqu'à quel point Abaddon concevait déjà la perspective d'une croisade généralisée contre l'Imperium, ou s'il se concentrait d'abord sur la stabilisation de son pouvoir dans l'œil. Les couronnes noires, dans ce contexte, apparaissent comme les premiers anneaux d'un arbre de ténèbres dont les cernes s'élargiront au fil des millénaires, chaque croisade, chaque monde brisé ajoutant une couche à la croissance lente d'un projet anthropique dirigé. Pourtant, au moment même où ces anneaux initiaux se forment, quelque chose demeure figé dans la mémoire des anciens fils de Horus, le souvenir du grondement de Terra, des océans de feu orbital, des continents ravagés par l'assaut du maître de guerre déchu. Ce souvenir, enfoui sous le noir nouvellement peint, continue de vibrer comme une onde résiduelle, un maelstrom ancien dont les échos n'ont pas encore entièrement disparu de l'immatérium. C'est dans cet intervalle, entre la recomposition en cours et la rémanence du plus grand siège de l'histoire impériale, que s'étend ce que certaines chroniques nomment, avec une retenue presque superstitieuse, le silence après le maelstrom de Terra. Dans les annales interdites de Terra, les événements qui suivirent la chute du maître de guerre ne sont pas décrits d'abord comme une victoire, mais comme une anomalie cosmologique. Les scribes de l'Astronomicon et les archivistes de l'Adeptus Astra Telepathica parlent d'un unique instant étiré, où la lumière de l'humanité se reconfigura au prix d'un hurlement qui traversa l'immatérium tout entier. Le maelstrom de Terra, ainsi nommé dans quelques traités scellés, fut cette convergence de déflagration matérielle, psychique et symbolique. La mort de Horus, l'agonie de l'empereur, le verrouillage du trône d'or et l'embrasement de la bataille orbitale fusionnés en une onde qui transforma durablement la texture du réel autour du système Sol. Puis vint autre chose, plus difficile à cartographier, non un retour à la normale, qui n'existait plus, mais une sorte de plateau silencieux, un état stable et saturé que les plus lucides identifièrent comme la condition nouvelle de l'Empire des Hommes.
Ce silence ne signifiait pas l'absence de signal. Au contraire, l'Astronomicon brillait avec une intensité inédite, phare figé, alimenté par une seule volonté crucifiée. Mais là où, auparavant, les flux astropathiques portaient encore la rumeur vivante d'un impérium en expansion, traversé de projets, d'ordres, de corrections stratégiques, ils se réduisirent, progressivement, à une structure plus rigide, plus répétitive, faite de directives de survie, de réorganisation, de condamnation. La voix de l'empereur, autrefois transmise à travers le réseau des astropathes comme un chant d'intention diffuse, devint un simple vecteur de navigation et de maintien, dépourvu de variations émotionnelles discernables. Dans les cryptes de calcul, des psychanas consignèrent la sensation d'un chant réduit à une seule note, maintenue indéfiniment, si pure qu'elle en devenait presque indéchiffrable. Autour de Terra, le vide portait encore les cicatrices visibles de la bataille. Des planètes témoins conservaient des orbites encombrées de débris, des anneaux artificiels de coques et d'os ceinturant leurs cieux. Les trajectoires des champs de radiation, mesurées sur des décennies, décrivaient des volutes persistantes, comme si les explosions de l'assaut final continuaient de se propager dans des couches de réalité plus lentes que la lumière. Les serviteurs de l'administratum, chargés de quantifier les pertes, remplirent des bibliothèques entières de tablettes évoquant des chiffres dont la simple lecture produisait un engourdissement de l'esprit. Devant cette masse de données, la notion de victoire se dissolvait. Il ne restait que la constatation froide d'un seuil franchi, d'un avant et d'un après, séparés par une fracture irrévocable. Dans les décennies qui suivirent, l'Imperium appela cette phase la période de reprise et de châtiment, que les historiens plus tardifs rebaptiseraient le temps du châtiment des traîtres. Les forces loyalistes, galvanisées par la survie de Terra, se répandirent dans la galaxie pour pourchasser les légions renégates. Pourtant, sur les cartes stellaires les plus secrètes, un détail inquiétant apparaissait. Au-delà de l'œil de la terreur, les signaux associés aux anciens fils de Horus devenaient rares, discontinus, difficiles à relier à un schéma. La Légion brisée semblait se dissoudre dans les remous warp, perdant toute cohérence apparente. Les stratèges de Terra y virent un motif rassurant, la preuve que l'ennemi principal avait été non seulement défait, mais désintégré. Quelques voix isolées, dans l'ombre des conclaves, suggérèrent toutefois une autre hypothèse, celle d'un retrait méthodique, sous couvert de bruit chaotique, d'un silence choisi plutôt que subi. Au sein de l'Uy, ce même silence prenait une forme différente. Là, les survivants de la 16e, désormais sans emblème unificateur, percevaient Terra comme un noyau de lumière presque insoutenable, entouré d'une zone de calme relatif dans le warp. Là où tant d'autres mondes impériaux n'étaient plus guère que des éclats vacillants dans les tempêtes immatérielles, Sol se présentait comme une balise fixe, immobile, d'une rigidité qui confinait à la stase. Les démons eux-mêmes, lorsqu'ils s'approchaient des coordonnées de Terra, rapportaient la sensation d'une résistance singulière, non pas l'hostilité flamboyante d'un dieu du chaos, mais une inertie colossale, comme celle d'un astre figé dans sa propre gravité. Aux yeux d'Abaddon, cette stase n'était pas une fin, mais une donnée stratégique, un centre qui ne pouvait plus se déplacer, un cœur exposé sous des couches de défense saturées, mais irrémédiablement lié à un trône unique. Des données accumulées par fragments, consolidées dans des cryptes de bord, où des serviteurs assermentés recoupèrent les temps de réponse, les types d'unités déployées, la rigidité ou la souplesse des chaînes de commandement. La guerre cessait progressivement d'être, pour Abaddon, un simple déchaînement de violence sacrificielle. Elle devenait un instrument d'analyse à grande échelle. Pendant ce temps, sur Terra, le souvenir du Maelstrom se pétrifiait. Dans les premières années, des cérémonies de deuil global rassemblaient encore les populations. Des litanies entières de noms étaient récitées devant les ruines à peine consolidées des murs du palais, et les survivants de la défense portaient, sur leur corps, les traces visibles d'une bataille qui avait failli tout emporter.
Puis le temps, même dans la cité où le temps se mesurait désormais en fonction de la lente agonie d'un seul être sur un trône, commença à ronger les détails. Les cérémonies se firent plus codifiées, plus brèves, réduites à quelques formules répétées. Les cicatrices visibles se couvrirent de bioniques et de parures. La mémoire vive céda la place à la mémoire institutionnelle, gravée dans des documents que presque plus personne ne lisait intégralement. Ce silence cérémoniel, fait d'habitudes pieuses et de formules figées, répondait, sans que la plupart en aient conscience, au silence plus vaste de l'espace où l'ennemi principal semblait s'être dissous. Dans les cryptes de l'Inquisition naissante, pourtant, des signes d'inquiétude persistaient. Des rapports d'astropathes mentionnaient, à intervalles irréguliers, des perturbations infimes dans le flux global du warp, comme des ondes de faible amplitude, se répercutant sur la note continue de l'Astronomicon. Ces échos portaient parfois des signatures d'années. Brèves impressions d'armures noires, de croiseurs masqués, de silhouettes que la mémoire héréditaire des psycheurs associait obscurément aux guerriers de l'hérésie. Les analystes les plus prudents attribuaient ces visions à des résidus traumatiques, à la persistance de chocs psychiques anciens dans la psyché collective de l'humanité. D'autres, plus rares, évoquaient la possibilité d'une main organisatrice, testant prudemment les frontières de la nouvelle normalité impériale. Mais leurs traités furent enterrés sous des sceaux supplémentaires, tant l'idée d'un ennemi se reconfigurant patiemment au cœur du chaos paraissait insoutenable à un impérium épuisé. Pour les cultes renégats, le Maelstrom de Terra devint un mythe fondateur inversé. Là où les fidèles impériaux y voyaient le moment du sacrifice suprême stabilisant l'humanité, les adorateurs du chaos l'interprétaient comme la preuve que même un empire bâti sur la raison et la loi devait, pour survivre, se clouer lui-même à une machine de souffrance spirituelle. Certains ordres hérétiques reproduisaient, à leur échelle, des versions dégradées du trône d'or, y installant des captifs psycheurs afin d'alimenter des phares locaux dans le warp, pastiche cruel de la balise impériale. D'autres vénéraient la tempête initiale plutôt que le silence qui l'avait suivi, cherchant à susciter par leurs rituels des répliques de ce cataclysme psychique. Abaddon, lui, observait ces cultes avec une réserve distante, conscient que leurs excès ne faisaient que dissiper des ressources sans modifier les paramètres fondamentaux du nouvel ordre galactique. Dans certaines traditions internes, aux flottes renégates qui lui étaient loyalement subordonnées, on trouve la trace d'enseignements attribués à Ézéchiel, non pas consignés en doctrines écrites, mais déduits de ses décisions. Il y est implicite que toute tempête véritable laisse derrière elle non seulement des ruines, mais un schéma durable de forces redistribuées. Le Maelstrom de Terra, dans cette optique, n'était pas un événement isolé, mais une opération de reconfiguration massive. L'empereur fixé à un trône, l'impérium contraint à la défensive, les légions loyalistes dispersées en chapitres, les renégats rejetés dans des enclaves chaotiques. Une fois ce schéma stabilisé, la guerre à venir ne consisterait plus à reproduire la tempête initiale, mais à exploiter méthodiquement les lignes de faiblesse créées par cette nouvelle configuration. Le silence, dès lors, n'était plus un vide, mais un état de repos relatif du système, à partir duquel des impulsions ciblées pouvaient produire des effets disproportionnés. Des siècles passèrent, durant lesquels l'impérium en vint à considérer l'absence de nouvelles grandes rébellions coordonnées comme une preuve de son triomphe final sur l'héritage de Horus. Les chroniques officielles transformèrent progressivement l'hérésie en mythe fondateur, un récit calibré de chute et de salut, avec des protagonistes clairement identifiés et une conclusion rassurante. La complexité réelle, les zones grises, les trajectoires inachevées disparurent sous des couches de hagiographie et de condamnation. C'est précisément dans cet environnement de certitude recodifiée qu'Abaddon poursuivit ses mesures. La première griffe, élargie, testait des vecteurs de percée dans les défenses impériales, attaquait des corridors warp secondaires, observait la capacité de Terra à projeter du secours hors de son propre système. Ce travail, mené dans l'ombre des grandes narrations, demeura invisible pour la plupart des chroniqueurs. Ce n'est que bien plus tard, lorsque les croisades d'Abaddon commencèrent à frapper l'Imperium
avec une régularité et une envergure croissante, que certains esprits au sein des ordos inquisitoriaux entreprirent de revenir en arrière, de relire le silence qui avait suivi le maelstrom de Terra comme autre chose qu'un simple apaisement. À la lumière des campagnes noires, les faibles ondulations enregistrées autrefois dans le Warp, les disparitions de convois en apparence aléatoires, les raids méthodiques contre des cibles jugées secondaires prirent un sens nouveau, celui d'une cartographie en cours, d'une longue reconnaissance à l'échelle d'un empire. Terra, figée dans sa lumière et son culte, avait considéré ce silence comme un répit providentiel. Pour Abaddon, il avait été le canevas initial, la toile sur laquelle se dessineraient, une par une, les trajectoires des futures offensives. Ainsi, le silence après le maelstrom de Terra se révèle, à qui scrute les couches profondes des archives, moins comme un intervalle vide que comme un champ préparatoire, un temps compressé où s'élaborait, dans la patience froide d'un seigneur de guerre inachevé, les premiers tracés d'une géographie nouvelle de la ruine. À partir de ce moment, chaque irruption majeure d'Abaddon hors de l'œil de la terreur cessa d'être un événement isolé pour devenir un point sur une carte plus vaste, une marque ajoutée à ce qui, rétrospectivement, apparaît comme la lente et sombre cartographie des futures croisades noires. Dans une crypte latérale de Terra, protégée par des sceaux que peu d'yeux ont lus en entier, repose un assemblage de tablettes, de voiles holostellaires et de rouleaux de données auxquels les archivistes donnèrent un nom presque réticent. Cartographie des 12 croisades noires. À première vue, ce n'est qu'un enchevêtrement de trajectoires, de vecteurs tracés en encre lumineuse sur la voûte d'une sphère cosmographique, chacun correspondant à une irruption d'Abaddon hors de l'œil de la terreur. Mais lorsqu'on superpose ces lignes, lorsqu'on laisse leur spectre se mêler sur le même plan, le schéma cesse d'être celui de campagnes isolées. Il prend la forme d'une cicatrice multiple, d'un même coup porté 12 fois à des angles différents sur le corps déjà martyrisé de la galaxie. La première opération de ces cartographes ne fut pas de compter, mais d'aligner. Des siècles de rapports militaires présentaient les croisades noires comme des événements distincts, séparés par des intervalles plus ou moins longs de raids secondaires. Pourtant, sur les cartes Warp reconstruisant les courants de l'Immaterium, les dates et les distances ne suffisaient plus. Chaque irruption laissait une traînée d'altérations stables dans les flux, un sillage d'entropie qui persistait bien après la retraite apparente des forces du chaos. Lorsqu'on traça ces sillages autant que les itinéraires matériels, une continuité apparut. Tout partait du même vortex, l'œil, mais les vecteurs ne se dispersaient pas au hasard. Ils convergeaient, s'enroulaient, revenaient frapper des nœuds précis de communication, de navigation, de culte impérial, comme si un même instrument procédait par corrections successives autour d'un objectif que les hommes de Terra ne voyaient encore que par reflet. Les premières irruptions paraissent, dans les récits officiels, presque désordonnées, marquées par des offensives brusques, suivies de retraites tout aussi soudaines. Les généraux impériaux de l'époque y lurent des tentatives avortées, des attaques prématurées brisées par la résilience de la porte cadienne et des flottes sectorielles. Mais la cartographie, froide, montre autre chose. Au-delà des mondes tombés, des stations pillées, des systèmes brièvement occupés, certains points apparaissent entourés de halos d'annotations inquisitoriales. Ce sont des lieux où des artefacts singuliers disparurent, où des forteresses d'origine inconnue furent dérobées, où des pylônes gravitationnels d'antiques civilisations xénos cessèrent de fonctionner sans cause apparente. Abaddon semblait abandonner des conquêtes possibles, mais repartait toujours avec quelque chose que les stratèges loyalistes ne savaient pas encore évaluer. Comme si chaque croisade n'était qu'un trajet balisé entre des coordonnées présélectionnées sur une carte plus ancienne que l'Imperium lui-même. Plus tard, lorsque les archives révélèrent l'existence de forteresses cyclopéennes façonnées dans une matière que les savants appelèrent, faute de mieux, roches noires, certains Lex Mechanix revinrent aux tracés originaux. Ils constatèrent que plusieurs croisades, considérées comme des échecs tactiques, formaient en réalité
la chaîne d'événements nécessaires à l'acquisition de ces structures et à leur transport vers des régions obscures de l'œil. Sur la sphère stellaire, les trajets concernés, mis en évidence, dessinaient des arcs discrets, encerclant peu à peu la porte cadienne, non pour la briser immédiatement, mais pour disposer autour d'elle un jeu de pièces silencieuses, comme si Abaddon sculptait à très grande échelle un outil dont la fonction ne serait révélée que bien plus tard. Les cartographes notèrent que ces arcs respectaient des géométries proches de celles employées par des civilisations antiques pour stabiliser ou perturber les courants warp, suggérant que le seigneur de guerre travaillait à partir de savoirs exhumés de strates de temps où l'humanité n'existait pas encore. D'autres couches de la carte révélèrent une intention similaire dirigée non plus contre les structures matérielles, mais contre les réseaux d'information. Chaque croisade noire entamait, à des échelles variées, des segments de la toile astropathique. Destruction systématique de relais, massacres ciblés de collèges psycheurs, corruption planifiée de quelques nœuds clés chargés de filtrer et de redistribuer les messages impériaux. Pour les commandements locaux, ces pertes semblaient des dommages collatéraux parmi d'autres. Pourtant, après des siècles, les absences s'additionnaient. Certains corridors de transmission n'avaient jamais été entièrement reconstitués. Des régions entières restaient moins bien reliées à Terra qu'avant la première irruption d'Abaddon. Sur la cartographie des flux de données, les impacts successifs des 12 croisades cavent des zones d'ombre persistantes, comme si une part de la galaxie avait été patiemment rendue sourde ou myope pour faciliter des manœuvres ultérieures. Au-delà des lignes visibles, quelques archivistes osèrent superposer une autre couche encore plus incertaine, celle des séismes psychiques. Chaque croisade noire s'accompagnait de poussées d'hystérie, d'apparitions de cultes nouveaux, de manifestations démoniaques hors de proportion avec les forces engagées localement. En reliant ces anomalies, on constata que les offensives d'Abaddon constituaient autant de chocs destinés à tester et à calibrer la résonance de l'humanité au chaos, à mesurer jusqu'où la présence d'une force unifiée sortant de l'œil pouvait amplifier des foyers de corruption latents dans des populations lointaines. Les 12 cartes des troubles religieux, alignées, produisent un motif de taches sombres qui croît, décroît, se déplace, mais jamais ne disparaît. À chaque irruption, le pourcentage de mondes sombrant simultanément dans des révoltes, des insurrections ou des cultes locaux augmente légèrement. La croisade semble se poursuivre sous une autre forme, bien après le retrait des flottes noires. Sur le plan militaire, la cartographie des 12 croisades noires renverse aussi un jugement longtemps admis. Les chroniqueurs impériaux avaient pris l'habitude de parler de victoires défensives répétées, soulignant qu'Abaddon n'avait jamais réussi à atteindre Terra, ni même à franchir définitivement la porte cadienne. Mais les cartes de densité de présence impériale dans les secteurs attaqués racontent une histoire plus lente. À chaque repli du chaos, les forces loyalistes doivent laisser derrière elles des garnisons plus nombreuses, des fortifications supplémentaires, des flottes de réserve immobilisées pour surveiller des routes désormais jugées vulnérables. Sur plusieurs millénaires, ces fixations successives vident de leurs forces mobiles d'autres fronts, éloignés de la porte, affaiblissant la capacité de l'Imperium à intervenir rapidement dans ses marges. Le filet défensif se resserre autour de quelques corridors jugés essentiels, tandis que des centaines de systèmes périphériques glissent vers un état de quasi-abandon. Sur la carte, ces reculs sont imperceptibles à l'échelle d'une seule croisade. À l'échelle des 12, ils dessinent une lente rétraction du rayon d'action impérial. Les rares analyses consacrées explicitement à la volonté d'Abaddon suggèrent que, pour lui, les croisades noires ne constituaient pas une série d'entreprises distinctes, mais les répétitions successives d'un même geste inachevé. Les trajectoires partent toujours de l'œil, mais varient légèrement leur angle, leur profondeur d'incursion, leurs objectifs apparents, comme si le seigneur de guerre cherchait à résoudre une équation complexe par itérations successives, corrigeant chaque fois la marge d'erreur décelée dans la campagne précédente. Les cartes temporelles des croisades montrent une progression dans la coordination des fronts, dans l'exploitation simultanée de soulèvements intérieurs, dans l'usage concerté des flottes renégates et des légions démoniaques. À mesure que les siècles passent,
la distinction entre raid préparatoire et offensive majeure s'estompe. L'ensemble se met à ressembler à une onde longue, scandée de crêtes plus intenses que les chroniqueurs ont tirées hors du continuum pour les nommer. Une dimension plus obscure de la cartographie concerne les vides. Entre les grands arcs lumineux des croisades noires, les cartographes ont repéré des secteurs presque inexplorés par Abaddon, des régions que sa main semble délibérément ignorer. Ces zones coïncident parfois avec des amas d'anomalies warp, d'autres fois avec des poches de résistance Xenos dont les ressources auraient pourtant pu lui être utiles. L'hypothèse formulée dans certains marges annotées est que ces silences spatiaux dessinent en creux un autre motif, une réserve de potentiel laissée intacte en vue de déflexions futures, ou bien une précaution visant à éviter que des facteurs incontrôlables ne perturbent la grande géométrie en cours. Là encore, la logique dépasse la simple recherche de victoire immédiate. Elle appartient à un horizon de temps où chaque croisade n'est qu'un trait supplémentaire sur un diagramme encore inachevé. Ce travail de cartographie révèle enfin une limite fondamentale. Toute tentative de circonscrire les 12 croisades noires dans un cadre clos se heurte à la persistance de lignes ouvertes, d'axes interrompus en pleine trajectoire, comme si le dessin lui-même exigeait une continuation. Les archivistes les plus superstitieux préfèrent ne pas prolonger ces vecteurs par extrapolation, de peur de tracer involontairement le futur sur leurs propres instruments. Pourtant, il suffit de regarder la sphère cosmographique pour deviner que la figure formée par les 12 irruptions n'est pas complète. Il manque un geste, une courbe de plus pour fermer certains arcs, pour nouer certains points nodaux en un signe unique. Cette absence, plus que la somme des tracés existants, hante ceux qui contemplent trop longtemps ces cartes. Ainsi, la cartographie des 12 croisades noires ne se contente pas d'archiver des guerres passées. Elle expose un mode de pensée qui envisage la galaxie comme un champ de force à resculpter patiemment. À travers ces lignes de feu, de sang et de distorsion warp, se devine la silhouette d'un auteur qui n'a pas encore achevé son œuvre. Pour comprendre pourquoi ces coups, si nombreux, n'ont pas encore donné leur pleine mesure, certains exégètes ont jugé nécessaire de se détourner des cartes et de revenir à la source même de ces tracés, non plus l'espace parcouru, mais l'être qui, depuis l'œil de la terreur, tient encore le compas invisible, l'anatomie d'un seigneur de guerre inachevé. Lorsque les cartes cessent d'être suffisantes pour comprendre la continuité des croisades noires, les archivistes se tournent vers leur source unique, non plus l'œil dans sa totalité, mais l'être qui en émerge sans cesse comme une constante, Abaddon le fléau. Les documents les plus secrets de l'Ordo Malus ne parlent pas de lui comme d'un simple individu, mais comme d'une structure composite, une conjonction singulière de chair, de technologie et de charges immatérielles. À force d'observations fragmentaires, prélevées sur des champs de bataille, des visions psycheurs, des relevés auguriques, ils ont tenté de dresser ce qu'ils nomment avec prudence une anatomie, pleinement conscients qu'il ne s'agit pas seulement d'os, de muscles et de synapses, mais d'une architecture de volonté projetée dans la durée. Cette anatomie demeure incomplète, non par manque de données seulement, mais parce que son objet même se refuse à l'état achevé, persistant dans une zone intermédiaire entre plusieurs états possibles. Sur le plan de la matière, Abaddon reste fondamentalement un Astartes issu du génome d'Horus. Son squelette occulte, renforcé de métaux vivants, ses organes supplémentaires et ses implants neurochimiques correspondent, dans leur structure de base, au modèle établi par l'empereur. Pourtant, les rares prélèvements indirects, éclats d'armure mêlés de chair retrouvée après des affrontements, révèlent une densité tissulaire supérieure aux standards connus, comme si des siècles d'exposition au warp avaient comprimé et durci sa substance au lieu de la dissoudre. Les cellules portent des traces d'altération chaotique, mais agencées en motifs remarquablement stables, loin de la prolifération anarchique qui caractérise tant de champions du chaos. Les cicatrices enregistrées parcourent ce corps comme des lignes de suture entre états successifs,
preuve d'une plasticité contrôlée plutôt que d'une corruption livrée à elle-même. Abaddon n'a pas cessé de changer, il a simplement refusé de le faire selon les vecteurs ordinaires de la damnation. Son système nerveux, autant qu'on puisse l'inférer, est un feuilletage de couches superposées héritées de différentes époques. Les conditionnements hypnodoctrinaux de la Grande Croisade ne semblent pas entièrement effacés. Ils coexistent avec des implants mémoriels issus de cultes hérétiques et des scarifications psychorituelles propres aux sorciers du chaos. Cependant, là où la plupart des esprits ainsi réécrits glissent vers la disjonction, le sien manifeste une capacité singulière à compartimentaliser. Des visions d'astropathes capturant sa présence mentale dans le warp décrivent une architecture intérieure, faite de chambres séparées, reliées par des corridors étroits, où chaque expérience est rangée, réévaluée, réutilisée à des fins de calcul. Cette segmentation lui permet d'abriter simultanément des souvenirs contradictoires. La fierté des Luna Wolves, la honte de la défaite de Terra, la jouissance de la faveur démoniaque, sans que ces charges émotionnelles ne se transforment en fractures incontrôlables. L'esprit du seigneur de guerre n'est pas indemne, il est stratifié. Sur le plan psychique, Abaddon ne se distingue pas par une puissance brute comparable à celle des psykers les plus redoutés, mais par une résistance anormale aux intrusions et aux torsions catégorielles. Dans l'immatérium, son âme apparaît au voyant comme un bloc dur, à la surface duquel les vents du warp glissent plutôt qu'ils ne pénètrent. Cela ne signifie pas qu'il soit insensible aux dieux. Au contraire, son être est tissé de pactes. Mais ces liens se présentent moins comme des chaînes que comme des canaux, dont il contrôle soigneusement l'ouverture et la fermeture. Les entités majeures du chaos y ont inscrit leur marque, parfois simultanément, dans une tension constante. L'empreinte guerrière de Khorne, les schémas de mutation de Tsench, les effluves de décadence de Slaanesh, la pestilence stagnante de Nurgle. Toutefois, aucune de ces influences n'a obtenu en lui cette saturation totale qui conduit à la transfiguration démoniaque. C'est là un élément essentiel de son anatomie métaphysique. Abaddon n'est ni primarque ni prince-démon. Il a refusé, ou différé indéfiniment, le pas qui l'aurait fait basculer dans une immortalité entièrement immatérielle, détachée des limites de la chair. Certains manuscrits renégats parlent de propositions répétées, de moments où les dieux offrirent de le soulever entièrement, au-dessus de la condition Astarte, en échange d'une soumission plus complète. Toujours, il aurait reculé, non par piété envers une humanité résiduelle, mais par compréhension des coûts stratégiques d'une telle métamorphose. Un prince-démon est puissant, mais lié plus étroitement au warp, dépendant de caprices divins, plus facile à piéger dans des schémas de bannissement, moins apte à manier dans la durée les outils de la guerre matérielle. En demeurant un être de chair augmenté, saturé mais non submergé par le chaos, Abaddon conserve la possibilité de mourir de manière définitive, mais aussi celle de persister là où tant d'autres, devenus idées incarnées, se sont dispersés dans les caprices des royaumes immatériels. Son inachèvement est une forme de prudence. L'équipement qu'il porte doit, dès lors, être considéré comme partie intégrante de cette anatomie. La griffe d'Horus, anticarme de son primarque, s'est greffée à lui au point de ne plus pouvoir être envisagée comme un simple outil. Les relevés Auspex la montrent fusionnée à son gantelet, ses circuits d'alimentation épousant le réseau nerveux et circulatoire du porteur, au point que les frontières entre métal et tissu ne sont plus clairement discernables. Cette arme porte encore, enfouie en elle, les résonances de l'hérésie originelle. À travers elle, Abaddon manipule non seulement une force offensive considérable, mais un lien constant avec le modèle dont il a renié la centralité. De l'autre côté, Drachnien, l'âme démon arrachée aux strates profondes de l'immatérium, constitue l'exact inverse, un fragment de pure anarchie warp, tenu en bride par des sceaux, des entrelacs runiques et la poigne obstinée de son porteur. Entre ces deux extrémités, la griffe saturée de mémoire et l'épée saturée de possible, se tend le corps d'Abaddon comme un pont entre l'histoire et la potentialité destructrice. Son armure noire, elle aussi, dépasse le statut de simple protection. Les couches de céramite,
de champs énergétiques et de bénédictions impies qui la composent forment une seconde peau, calibrée pour maintenir un environnement intérieur constant, au cœur de conditions mutables. Les runes qui en couvrent les jonctions sont moins des ornementations que des algorithmes rituels, destinés à lisser les fluctuations warp autour de sa personne. Là où des champions mineurs se laissent traverser, posséder, déformés par les pressions immatérielles, Abaddon impose à son environnement immédiat une zone de relative cohérence, périmètre à partir duquel il peut percevoir clairement les vecteurs de la bataille. Cette zone de stabilité est l'une des clés de sa longévité. Elle lui permet de demeurer opérant dans des théâtres d'opération où d'autres, plus favorisés apparemment par les dieux, se dissolvent en excès. L'Inquisition, lorsqu'elle tente de saisir la logique d'un tel être, parle souvent de contradiction, serviteur des puissances de la ruine, mais instinctivement conservateur de sa propre intégrité. Champion d'une entropie cosmique, mais soucieux de préserver des structures autour de lui. Figure de haine implacable, mais capable d'attendre des siècles pour ajuster une trajectoire. Pourtant, ces oppositions apparentes ne sont que les manifestations différentes d'une même constante, la volonté de ne pas se livrer entièrement à aucun système clos, ni à l'ordre impérial qu'il a renié, ni au chaos absolu qu'il exploite. Son inachèvement n'est pas un défaut, mais une stratégie d'équilibre instable prolongée, état métastable, où il peut agir comme point de convergence pour des forces contradictoires, sans être réduit à l'une d'elles. Dans la perception des autres, cette tension se traduit par une présence singulière. Les renégats qui l'ont approché rapportent un champ de gravité psychique où leur propre certitude se compresse, débarrassés de leurs ornements rhétoriques. En sa proximité, les justifications théologiques des cultes du chaos s'effritent, ne laissant plus que des objectifs concrets, mesurables, monde à briser, route à ouvrir, artefacts à saisir. Pour les démons majeurs, il est un allié utile mais inquiétant, un porteur fiable de leurs intérêts dans la réalité matérielle, trop lucide toutefois pour leur abandonner entièrement son axe intérieur. Pour l'Imperium, il est la preuve que l'hérésie n'a jamais été refermée, la persistance d'une volonté adverse construite non sur la seule fureur, mais sur la compréhension intime des forces qui l'ont autrefois écrasée. Ce qui manque à cette anatomie, ce qui la laisse dans un état inachevé, n'est pas seulement une dernière mutation corporelle ou une consécration démoniaque refusée. C'est une forme de résolution finale, un point où le seigneur de guerre cesserait d'ajuster, de corriger, de tester, pour se fixer entièrement dans une configuration ultime. Tant que ce point n'est pas atteint, son être demeure, comme ses croisades, en cours de rédaction. Chaque décision, chaque pacte, chaque trahison supplémentaire redessine légèrement sa silhouette intérieure. Les textes hérétiques les plus lucides perçoivent que cette plasticité a un coût. À force de se tenir entre plusieurs états, Abaddon doit sans cesse recomposer la trame de serments, d'alliances et de reniements qui maintient autour de lui l'adhésion de ses légions, de ses vassaux, de ses maîtres divins eux-mêmes. Car si son corps et son âme peuvent être décrits comme une assemblée de couches stratifiées, la véritable armature de ce seigneur de guerre demeure un tissu moins visible, mais tout aussi contraignant, celui des engagements prononcés, brisés, reformulés, tordus au fil des siècles. Là où tant de chefs renégats se disloquent faute de paroles tenues ou de loyauté stable, Abaddon se tient encore, non par vertu, mais parce qu'il a appris à faire de ces fragments de promesses l'ossature même de son pouvoir. Pour comprendre pleinement la forme qu'il a prise et celle qu'il pourrait prendre encore, il faut dès lors quitter la seule observation de sa chair noire et de ses armes démoniaques et descendre dans les couches plus obscures de sa mémoire contractuelle, là où s'entassent, comme des ossements dans une crypte oubliée, les vestiges accumulés d'un innombrable reliquaire de serments brisés. Dans les rumeurs qui circulent parmi les plus anciens renégats de l'Uy de la Terreur, on murmure qu'au cœur obscur de la Vengeful Spirit se trouve une section interdite, inaccessible même à la plupart des capitaines de la Légion Noire, un ensemble de cryptes métalliques qu'ils nomment, faute de termes plus justes, le reliquaire des serments brisés,
Nul inventaire stable de ces lieux n'existe. Les descriptions divergent, se contredisent, se recomposent en images variables. Certains évoquent des salles alignant des milliers de seaux de cire fossilisés, chacun suspendu dans un champ de stase, accompagné d'une inscription gravée dans une alliage noircie, résumant en quelques mots l'engagement qu'il symbolise. D'autres parlent de colonnes tressées de chaînes, où pendent des fragments d'os, des phalanges, des vertèbres, chaque pièce marquée de runes warp attestant d'un pacte conclu puis rompu, d'une loyauté détournée de son axe initial. D'autres encore ne mentionnent aucun objet physique, mais décrivent une zone de silence mental, un noyau de vide psychique dans la structure du vaisseau, où s'accumulent les résonances mutilées de millions de promesses non tenues. Car, depuis la Grande Croisade, la trajectoire d'Abaddon peut être lue comme une succession d'engagements successivement déplacés, retournés, décomposés. Il a juré fidélité à l'empereur, selon les rites standardisés des Astartes, serment gravé dans ses premières années de conditionnement. Il a juré obéissance à Horus, sous des formes plus intimes, plus totémiques, faites de gestes de meute et de regards partagés, plutôt que de formules. Il a ensuite, par son adhésion à l'hérésie, accepté les pactes initiaux avec les puissances de la ruine, se liant à elles comme une légion entière le faisait, par la guerre et le sang versé. Puis, au fil des siècles, sont venus se superposer d'autres engagements. Promesses de soutien à des seigneurs de guerre mineurs, traités implicites avec des primarques déchus, accords tacites avec des cultes mortels, marchés conclus avec des entités démoniaques précises. Chacun de ces serments a servi une fonction à un moment donné, et presque aucun n'est resté intact dans la durée. Pour un observateur impérial, cette accumulation pourrait n'être qu'un enchevêtrement de trahison, un effondrement continu de toute notion de loyauté. Pourtant, la logique interne de ce reliquaire obéit à une forme de cohérence. Abaddon ne brise pas les serments comme un dévot du chaos mutilant des icônes par pure jouissance de la destruction. Il les use, les tord, les consume, jusqu'à ce qu'ils cessent de servir la trajectoire qu'il s'est assignée. Lorsqu'un pacte est rompu, son souvenir n'est pas effacé. Il est prélevé, ritualisé, fixé dans une forme, qu'elle soit matérielle ou purement mémorielle, et rangé dans ses cryptes invisibles. Ainsi, la rupture elle-même devient ressource, donnée supplémentaire inscrite dans l'architecture de sa volonté. Chaque serment brisé enregistre les limites d'une alliance, les points de rupture d'un partenaire, la résistance effective des dieux lorsqu'on les contrarie. Les renégats qui l'entourent vivent sous la pression constante de ce reliquaire implicite. Ils savent que leur propre engagement à servir la Légion Noire, à se soumettre à la stratégie d'Abaddon, peut à tout moment être reconfiguré, redéfini, sacrifié à un objectif plus vaste. Pourtant, ils persistent, non seulement par peur, mais parce que la longue histoire des trahisons calibrées du Seigneur de guerre demeure lisible. Ils ne brisent pas tout indistinctement. Ils conservent, au cœur même de ce reliquaire, quelques serments originels qu'il n'a jamais explicitement reniés. La haine de l'empereur, la volonté d'abattre l'édifice impérial, la détermination à ne pas se dissoudre entièrement dans le caprice démoniaque. Ces engagements fondamentaux servent de charpente à partir de laquelle les autres peuvent être reconfigurés sans que l'ensemble s'effondre. Les dieux du chaos eux-mêmes ont laissé dans ce reliquaire des traces ambivalentes. Chacun a vu ses promesses utilisées, ses dons consommés, parfois détournés de leur finalité première. Abaddon a accepté des bénédictions qu'il a ensuite volontairement refrénées, des malédictions qu'il a retournées contre des ennemis ou des rivaux divins, des mandats qu'il a interprétés à son avantage, plutôt qu'à celui de ses supposés maîtres. À chaque infidélité, il a risqué l'annihilation. À chaque survie, il a ajouté une strate de compréhension à sa cartographie des limites de la patience divine. Ces limites, consignées sous forme d'objets de culte inversés ou de plaques de stase mémorielles, constituent l'une des ressources les plus précieuses de son arsenal, bien plus que n'importe quelle arme ou forteresse. Ce reliquaire ne se réduit pas aux cryptes matérielles d'un seul vaisseau, ni aux salles mentales d'un seul esprit. Il se reflète dans la galaxie elle-même,
dans la distribution des mondes qu'il a promis de protéger puis abandonner, des systèmes qu'il a juré d'épargner avant de les livrer en exemple, des alliés qu'il a laissés mourir pour mesurer la réaction de l'Imperium. Chaque monde trahi devient, à son tour, une pièce ajoutée à ce reliquaire dispersé, un autel de cendres où se cristallise l'échec d'un serment local au profit d'un projet plus vaste. Ces planètes, figées dans un état de ruine organisée ou de mort lente, forment une constellation de témoins silencieux, une marée de mondes tombeaux qui dessine, à très grande échelle, la topographie réelle de ces engagements sacrifiés. C'est à cette marée, plus éloquente que n'importe quel registre, qu'il faut désormais se tourner pour mesurer l'ampleur concrète des choix d'Abaddon et la portée anthropique de chacun de ces reniements. Dans les sections les plus étroitement contrôlées de l'administratum et des ordos inquisitoriaux, quelques traités scellés sous des couches de protocoles décrivent un phénomène qui, longtemps, ne fut que pressenti, la marée des mondes tombeaux laissés dans le sillage des entreprises d'Abaddon. Le terme ne désigne pas simplement des planètes mortes, ni même ces sphères vitrifiées par les conflits ordinaires de l'Imperium, mais un sous-ensemble précis de mondes dont l'état de ruine porte la signature d'une même main, reconnaissable à la fois dans les relevés atmosphériques, les schémas d'orbite et les résidus psychiques flottant au-dessus de leur surface. Là où beaucoup de guerres ne laissent qu'un chaos informe, les interventions du fléau tracent des formes récurrentes, silence calibré, vide maintenu, cicatrices refusant obstinément de se refermer. L'étude de cette marée commença tardivement, lorsqu'on entreprit de superposer les cartes des 12 croisades noires et les listes des mondes perdus de manière irréversible. On découvrit alors que nombre de planètes considérées comme des dommages collatéraux se répartissaient selon des lignes de propagation étonnamment cohérentes. Chaque croisade ne se contentait pas de frapper des objectifs stratégiques immédiats. Elle laissait derrière elle, à intervalles presque réguliers, des systèmes réduits à un état que les Lex Mechanics qualifièrent d'entropie stationnaire. Pas d'extermination totale du relief, pas de tempête warp permanente, mais une mort lente, contrôlée, où l'écosystème et les structures humaines cessaient d'évoluer pour demeurer figés dans une décomposition sans fin. Ces mondes n'étaient pas anéantis, ils étaient suspendus, comme des spécimens dans un vaste laboratoire cosmique. On distingua bientôt plusieurs profils au sein de cette marée. Certains mondes, jadis ruches bouillonnantes, devinrent des masses de ruines colmatées, leurs atmosphères saturées de particules lourdes, mais étonnamment stables, empêchant tout retour spontané de la vie complexe. D'anciens mondes agricoles se changèrent en déserts d'ossements calcifiés où la microfaune subsistante ne manifestait aucune tendance à l'adaptation, comme si les paramètres évolutifs eux-mêmes avaient été abaissés. Quelques planètes sanctuaires, enfin, furent trouvées intactes dans leur structure, mais vidées de toute population, leurs reliquaires abandonnés, leurs cathédrales silencieuses, sans même la trace de combat prolongé. Partout, la même constante, l'absence d'effervescence warp, la faible incidence de possessions démoniaques ultérieures, comme si ces lieux, une fois marqués, n'intéressaient au plus guère les puissances de la ruine. Ce paradoxe attira l'attention des psychanas. Là où le chaos se repaissait habituellement des ruines et du désespoir, ces mondes semblaient exclus de la grande circulation des passions immatérielles. Les relevés astropathiques montrèrent que leurs auras psychiques s'étaient effondrées en dessous d'un seuil minimal, produisant non pas de nouveaux foyers d'hystérie ou de culte, mais des zones de vide dans la trame mentale de l'humanité. Quelques voyants comparèrent ces mondes à des dents arrachées dans une mâchoire, absence précise, entourée de tissus encore vivants, mais ne participant plus à la fonction globale. L'Imperium, amputé de ses systèmes, ne pouvait plus y réimplanter durablement sa présence. Les tentatives de recolonisation se soldaient par des échecs récurrents, des disparitions de convois, des extinctions progressives de populations pionnières, sans manifestation spectaculaire d'hérésie ni d'invasion démoniaque. Le désert restait désert, comme si quelque chose, dans la texture même de ces mondes, avait été prélevé. Les fragments de chroniques renégates permettent de soupçonner ce qui fut emporté. Pour Abaddon, ces planètes ne représentaient
pas seulement des cibles à détruire, mais des théâtres d'expériences indiscernables pour l'œil non averti. Il y testait la capacité de l'impérium à accepter la perte définitive de segments de son territoire, à vivre avec des vides cartographiés. Chaque monde abandonné sans tentative de reconquête devenait une mesure de la résignation impériale. Chaque recolonisation échouée, un indice sur la persistance de ses réflexes expansionnistes. En parallèle, ces mondes servaient de monnaie sacrificielle dans ses rapports avec les dieux, non des holocaustes flamboyants, mais des offrandes de silence, de régions entières vouées à une stérilité durable, preuve de sa faculté à remodeler la galaxie non seulement par l'excès, mais par la soustraction. Ainsi s'esquisse la notion de marée. Les 12 croisades noires, lorsqu'on les observe non plus à travers leurs batailles, mais à travers les mondes qu'elles ont réduits à cet état particulier, ressemblent à l'avancée et au retrait d'une eau noire sur un rivage stellaire. À chaque flux, de nouveaux mondes sont arrachés à la circulation impériale et offerts à cette étrange inertie. À chaque reflux, l'impérium s'adapte, resserrant ses réseaux, redessinant ses routes, acceptant comme définitif ce qui, autrefois, aurait été jugé intolérable. La marée des mondes tombeaux, vue dans la longue durée, n'est rien d'autre qu'un instrument de sculpture lente, un outil par lequel Abaddon remanie la forme globale de l'Empire humain. Pour saisir pleinement les ressorts de cette opération, il faut toutefois passer des effets visibles aux textes qui, dans l'ombre de l'œil, ont consigné les règles tacites de ces sacrifices, les accords dissimulés qui gouvernent l'usage de chaque monde voué à cette immobilité funèbre, un ensemble de clauses, de pactes et de limites que certains fragments nomment, avec une prudence close, le codex des pactes invisibles. Dans les flottes dispersées de la Légion Noire, quelques scribes murmurent qu'il existe un codex que nul ne tient entre ses mains, assemblé non d'encre ni de runes, mais de constantes observées dans la manière dont Abaddon traite avec Dieu, démons et vassaux mortels. Ce codex des pactes invisibles n'est qu'une abstraction, déduite des croisades, des renoncements et des brusques volte-face qui jalonnent sa trajectoire. Sa première loi, toujours implicite, veut qu'aucun engagement ne puisse ôter au fléau la faculté de se retirer ou de refracter sa marche. Ainsi, toute alliance conclue en son nom contient, tressée dès l'origine, des marges de manœuvre non dites, des échappatoires inscrites dans la forme même du serment. Une seconde constante apparaît lorsque l'on confronte les archives impériales et les fragments renégats. Abaddon accorde rarement ce que ses partenaires croient recevoir. Ô Dieu, il offre des holocaustes, des mondes abandonnés à la dévoration, des marées de sang à ses seigneurs de guerre, des sphères de pillage et de prestige. Mais derrière ces dons apparents, il conserve pour lui la maîtrise des paramètres structurants. Route warp ouverte ou condamnée, artefacts déplacés, relais de commandement détruits avec précision. Ce qui nourrit la fin immédiate de ses alliés n'est jamais ce qui importe le plus à la géométrie de long terme qu'il trace à travers la galaxie. Ainsi se forme une règle tacite. Toute faveur d'Abaddon signale une opération plus vaste, invisible aux bénéficiaires eux-mêmes. Le codex se lit aussi dans ce qu'il proscrit. Nul pacte n'engage le seigneur de guerre à défendre éternellement un monde, un culte, un prince démon, pas même une forteresse forgée en roche noire. Ces promesses, lorsqu'elles sont prononcées, fonctionnent comme des échéances temporaires, destinées à être rompues dès qu'elles entrent en conflit avec la progression globale de l'entropie qu'ils dirigent. Les dieux eux-mêmes, irrités lorsque leurs mandats sont différés ou détournés, se heurtent à une réalité tenace. Aucun autre champion n'a su convertir avec une telle constance leur flux destructeur en modification durable de la carte impériale. De ce bilan naît, peu à peu, une acceptation contrainte de ces règles silencieuses. Le codex reste sans page et sans autel, mais il s'impose partout, inscrit non dans un livre unique, mais dans la répétition même des croisades, des mondes sacrifiés et des pactes consommés jusqu'à l'os. Dans les ordos voués à la guerre immatérielle, certains traités secrets tentent de définir ce qu'ils appellent la stabilité d'un héros du chaos
prenant Abaddon comme paradigme. Il ne s'agit pas d'immobilité psychique, mais de la faculté, pour un être saturé de pactes, de conserver une trajectoire cohérente sous la pression simultanée des dieux, des démons, des vassaux et du temps. Chez la plupart des champions de la ruine, cette cohérence se brise vite. Exaltation, puis lassitude, mutation incontrôlée, volte-face doctrinale, jusqu'à la dissolution dans la démence ou l'ascension, tout aussi dépersonnalisante, au rang de prince démon. Abaddon, lui, persiste dans un intervalle étroit, assez ancré pour diriger, assez perméable pour canaliser. Les relevés de campagne montrent chez lui une constance d'objectifs qui contraste avec la variabilité extrême de ses moyens. D'une croisade à l'autre, il change d'allié, sacrifie des flottes entières, renverse des pactes que l'on croyait fondateurs, sans jamais altérer le vecteur principal, frapper les points nodaux de l'impérium, éprouver les limites de sa résilience, remodeler lentement ses frontières. Des psychanas de l'Ordo Malleus comparent cette permanence directionnelle à celle d'un champ magnétique persistant au milieu d'une tempête électrique. Les éclairs sont les guerres, les insurrections, les irruptions démoniaques, le chant et la volonté singulière qui les coordonnent sans se confondre avec elles. Cette stabilité relative se révèle surtout dans sa réaction à l'échec. Là où tant de seigneurs de guerre se brisent contre une défaite majeure, se perdant dans la rage ou l'abandon, Abaddon semble absorber le revers comme une donnée supplémentaire. Chaque croisade non aboutie n'entraîne pas un retrait durable, mais un réajustement de l'équation, perceptible dans la cartographie des offensives suivantes. Les analystes impériaux en concluent que sa stabilité ne tient pas à une invulnérabilité, mais à une plasticité contrôlée, capable d'intégrer la perte, la trahison et la colère divine sans rompre la continuité du projet. Les failles observables résident dans la tension entre cette cohérence calculée et les exigences croissantes de ses maîtres immatériels. Plus les dieux réclament de manifestations spectaculaires, plus il lui faut déployer rituels et massacres pour déguiser en offrande ce qui demeure, au fond, une suite d'opérations de sculpture stratégique. Pour l'heure, cette dissimulation tient encore. Mais des voyants notent de subtiles dissonances, comme si la patience divine, pourtant contenue par ses succès, commençait lentement à se fissurer. Dans les registres entrecroisés de la Navis Nobilite et de l'Inquisition, une catégorie de dossiers a peu à peu émergé, désignée par une expression simple et presque discrète. Flotte revenue sans lumière. Il ne s'agit pas de simples convois endommagés, ni de groupes de vaisseaux rescapés d'un engagement trop intense, mais d'armadas qui, après avoir disparu dans les parages de l'Œil de la Terreur lors des croisades noires, ont reparu des années ou des siècles plus tard, dérivant à vitesse réduite, toutes lumières internes éteintes, balises silencieuses, trajectoires errantes. À bord, les équipes d'abordage ne trouvèrent ni équipage massivement égorgé, ni infestation démoniaques à grande échelle, mais quelque chose de plus difficile à consigner, une absence méthodique, comme si la fonction même de ces flottes avait été retirée, ne laissant qu'une enveloppe navigable. Les premiers rapports parlent de ponts intacts, de machines de propulsion encore capables d'être rallumées, de rations scellées dans les soutes, parfois même de générateurs Geller en état de marche. Ce qui manquait n'était pas l'infrastructure, mais la présence humaine organisée. Des corps apparaissaient çà et là, rarement mutilés, souvent retrouvés dans des postures d'attente, assis devant des consoles inactives, rangés dans des dortoirs compartimentés, morts sans lutte apparente. Les vox-enregistreurs, lorsqu'ils fonctionnèrent encore, livraient des silences segmentés de quelques bribes de messages fragmentés, évoquant des ordres contradictoires, des changements de cap répétés, puis un long glissement vers la passivité. Les psychers, interrogés après ces missions d'inspection, rapportèrent une impression dominante. Ces flottes avaient été déliées de leur propre finalité, rendues incapables d'orienter leur présence vers un but. Certains analystes impériaux virent dans ces retours des expériences menées par les dieux du chaos, jeux cruels, visant à prouver l'insignifiance des armées humaines. Mais les recoupements avec la cartographie des croisades noires suggèrent autre chose. Nombre de ces flottes avaient été engagées contre les forces d'Abaddon avant de disparaître, et les secteurs où elles revinrent formaient des balises involontaires,
marquant des corridors warp nouvellement exploités par la Légion Noire. Comme si ces armadas désoxygénées de sens avaient servi d'outils de sondage, de témoins fantomatiques, de routes éprouvées, renvoyés ensuite à l'Imperium comme autant de signes muets d'une main qui, dans l'ombre, redessinait patiemment la circulation possible entre lumière et ténèbres. Dans les sphères les plus reculées de l'Ordo Malleus, quelques esprits obstinés ont cherché à modéliser ce que les récits appellent, sans le nommer, l'entropie dirigée d'Abaddon. L'entropie, au sens physique, désigne la tendance de tout système clos à se dissoudre dans un état de désordre maximal, où plus aucune structure n'émerge spontanément. Le chaos, pris globalement, obéit à une logique analogue, saturant l'immatérium de transformations sans finalité, de mutations qui ne conservent que le mouvement. Pourtant, là où la plupart des serviteurs des dieux se contentent d'accélérer cette dégradation aveugle, le fléau semble la courber, l'orienter, comme si la dispersion elle-même pouvait être façonnée en outil. L'analyse croisée des croisades noires, des mondes tombeaux et des flottes revenues sans lumière suggère que chaque offensive d'Abaddon augmente effectivement le désordre local, mais selon des gradients choisis. Des régions entières de l'Imperium se voient vidées de ressources, de population, de significations symboliques, tandis que d'autres, épargnées en apparence, se retrouvent surchargées de garnisons, de cultes de vigilance, de structures défensives figées. L'entropie ne progresse pas uniformément, elle est concentrée en certains points, raréfiée en d'autres, jusqu'à produire une sorte de relief inversé dans la trame impériale. Les traités les plus audacieux comparent cela à la manière dont un ingénieur thermique canalise la diffusion de chaleur pour en tirer un travail utile. Au sein de l'Huile de la Terreur, cette même dynamique opère en sens complémentaire. Des bandes renégates, des mondes pirates, des royaumes démoniaques sont absorbés, consumés, réorientés, leurs excès dissipés pour nourrir quelques structures stables. La Légion Noire, ses forteresses, ses routes warpiques demeurent curieusement lisibles à travers le tumulte. L'entropie générale du chaos alimente, par différentiel, une île de cohérence négative, centre noir autour duquel gravitent des fragments sans cesse renouvelés. Ainsi, le traité conclut que l'originalité d'Abaddon n'est pas de produire plus de ruines que d'autres champions, mais de convertir la ruine en géométrie. Chaque serment brisé, chaque monde vidé, chaque flotte retournée ajoute une parcelle d'information à sa compréhension du système impérial et chaotique, réduisant l'incertitude globale. L'entropie dirigée devient alors non pas simple destruction, mais outil de calcul à l'échelle galactique, par lequel le seigneur de guerre inachevé s'efforce, patiemment, de transformer une infinité de possibles en un seul effondrement inévitable. Depuis la fin de l'hérésie, de rares traités impériaux mentionnent un phénomène singulier. Les vestiges psychiques qui s'agrègent, non autour d'un lieu, mais autour d'une arme, la griffe d'Horus, désormais soudée au bras d'Abaddon. Dans le Warp, cet artefact apparaît comme un noyau sombre où se sont figés les derniers instants du maître de guerre, une condensation de souvenirs arrachés au moment de sa chute devant l'empereur. Les voyants qui en approchent à la signature perçoivent toujours les mêmes motifs entremêlés, palais en flammes, marée d'Astarte en verre éclatant, sensation de chute interminable, battement lent d'un cœur colossal qui se brise sans jamais cesser de battre. Contrairement aux reliques ordinaires de l'hérésie, ces échos ne se contentent pas de répéter un enregistrement figé. À chaque croisade, la griffe semble absorber de nouvelles strates d'expérience, éclats de mondes brisés, traces de champs de force disloqués, silhouettes fugitives de capitaines adverses anéantis. Les psychanas qui ont confronté différentes lectures de son empreinte à des siècles d'intervalle décrivent une structure en croissance, un palimpseste mémoriel qui ne supprime rien, mais recompose sans cesse l'ordre de ses propres fragments. La mort de Horus demeure le centre de gravité de cet ensemble, mais elle est désormais entourée d'orbites secondaires, autant de défaites locales greffées à la défaite fondatrice. Sur les théâtres d'opérations marqués par la présence d'Abaddon,
ces vestiges se manifestent par de légères distorsions de causalité. Les rapports de bataille recèlent des contradictions récurrentes. Unité vue fauchée avant que le gantelet ne se soit refermé, trajectoire de projectiles semblant se modifier après l'impact, impression tenace de déjà-vu chez des survivants pourtant novices. Les relevés astropathiques de ces zones montrent des boucles et des redondances, comme si l'événement de la défaite, inscrit une fois pour toutes dans l'arme, se projetait en écho réduit sur chaque confrontation ultérieure. Pour Abaddon, la griffe est ainsi moins un trophée qu'une interface. Elle prolonge dans sa chair la mémoire d'un échec qu'il refuse de laisser se dissoudre, tout en lui offrant un repère fixe dans l'océan fluctuant du chaos. Tant que ce noyau de souvenirs condensés demeure solidaire de son bras, les dieux savent que chaque campagne réactive, sous des formes nouvelles, la brûlure intacte de la première trahison. Dans les couches les plus enfouies des archives de Terra, certaines loges d'analystes ont tenté, malgré les interdits, d'esquisser un prognostic de la croisade qui n'a pas encore reçu de numéro ni de nom, mais dont la forme se devine déjà dans les interstices des 12 précédentes. Les cartes des routes Warp, lorsque sont superposées les altérations provoquées par chaque irruption d'Abaddon, laissent entrevoir un couloir d'ombre encore intact. Une série de vecteurs jamais pleinement exploités, convergeant non seulement vers l'antique porte cadienne, aujourd'hui brisée, mais au-delà, vers la zone d'influence directe de Terra elle-même. Les calculs les plus prudents concluent que, si le schéma d'entropie dirigé se poursuit, une ultime campagne devra, tôt ou tard, concentrer en un seul flux discontinu la somme des fractures patiemment creusées dans le tissu impérial. Ce prognostic ne décrit pas un assaut simple contre le système Sol, mais une décomposition synchronisée, à l'échelle galactique, des fonctions qui ont permis jusqu'ici à l'Imperium de survivre à ses propres pertes. Des segments entiers de la toile astropathique pourraient être précipités dans le silence. Des routes de la Navis Nobilite, rendues inopérantes par l'effondrement des balises résiduelles, des chapitres entiers de Space Marines isolés les uns des autres, réduits à des guerres locales sans perception claire de l'ensemble. Abaddon n'aurait pas besoin d'atteindre physiquement le trône d'or pour accomplir son œuvre. Il lui suffirait de parachever le processus par lequel l'humanité impériale, déjà repliée sur quelques noyaux obsessionnels de foi et de mémoire, serait privée de toute capacité de recomposition. Les textes les plus sombres suggèrent que la dernière croisade innommée ne se distinguera pas des précédentes par l'ampleur brute de ces massacres, mais par l'achèvement d'un certain calcul. Toutes les variables, depuis la marée des mondes tombeaux jusqu'aux flottes revenues sans lumière, y trouveraient leur point de résolution, non dans un instant unique de cataclysme, mais dans une longue extinction de liens, un refroidissement systématique de la trame impériale. Reste une inconnue, que nul prognostic ne parvient à lever. La limite exacte jusqu'où Abaddon peut demeurer inachevé tout en portant un acte final, ou s'il lui faudra, pour conclure, accepter la métamorphose qu'il a si longtemps différée.